Mes amis, bonjour. On finit par s'habituer à cette plus grande ferme de France. On est accueillis comme des rois, alors on va faire un tour de table. J'ai un habitué du salon de l'agriculture, je le vois là chaque année, Tex. On se demande ce que vous faites là. Hein. J'attends qu'ils me choisissent pour être sur l'affiche. C'est vrai que vous êtes une belle bête. Hein. Une belle bête, il y a du matériel. Ouais. À côté de vous, vous avez le meilleur sommelier du monde, Philippe Forbrac. C'est un titre qu'on garde toute sa vie. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? C'est vrai, on essaye de le mériter ensuite tous les jours. Ouais. Alors, en face de vous, Eric Chitkat. Alors, c'est un personnage un peu singulier. C'est-à-dire qu'il élève des moutons, mais c'est avant tout un artiste. Il fait des spectacles un peu partout en France, notamment pour la COP 21. On en parlera dans le détail. Merci. Et je vous invite à faire connaissance. Mais vous le connaissez tous. Bien sûr, le jardinier. Stéphane Marie, le meilleur jardinier de France. Ça vous va ou pas? C'est trop de compliments, Paul. Non, C'est trop, vous méritez. trop. Si vous êtes là, c'est parce que Merci. si vous êtes là, c'est parce que d'une part vous aimez l'agriculture et d'autre part parce que vous êtes dans l'actualité avec un très beau livre du potager à l'assiette. On va en parler dans un instant, si vous le voulez bien. Alors silence, ça pousse. Ça fonctionne bien? Ça se passe bien, même. Alors moi, je veux dire de vous, Stéphane, vous êtes volage. Vous êtes un être volage. Moi, je vous ai connu avec Noël Bréham. Oh, une belle histoire. Une belle histoire d'amour. Hein. Ensuite, avec Caroline Bunos, qui était votre partenaire, hein, Bref. votre assistante en quelque sorte. Et alors là, vous changez encore, vous êtes avec Caroline Tolila. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous tenez pas en place? Je ne tiens pas en place. Ouais. Donc voilà, en fait, la chaîne avait envie de quelqu'un qui fasse des choses dans l'émission, et Caroline s'est proposée de faire ce do-it-yourself qu'elle réalise chaque semaine en proposant aux téléspectateurs de faire des objets, des choses pour le jardin. Alors moi, j'aime bien votre parcours parce que ce garçon-là... C'est peut-être important de changer de peau, hein, je sais Non. pas, c'est ça vraisemblablement, non? Normal. C'est le On jardinier. va arrêter là le jardinage. Alors bon, d'accord. il faut savoir, vous êtes diplômé des Beaux-Arts, vous avez travaillé au théâtre pendant une douzaine d'années, vous avez fait des costumes, des décors, et puis dans les années 90, vous retournez dans votre belle petite maison d'enfance, c'est la Maubrairie, il y a un petit lopin de terre, et vous dites pourquoi pas le jardinage, et depuis 1998, Silence ça pousse, vous donnez naissance à la première émission de jardinage à la télévision, en tous les cas sur France Télévisions. De quelle façon l'émission a évolué ? En fait, elle a évolué dans sa durée déjà, puisqu'au départ c'était 13 minutes, qu'aujourd'hui c'est 50 minutes, 13, 26, 45, 50. Et puis au départ, les 4 premières années, nous étions invisibles. C'est-à-dire qu'il y avait une voix off, Jean-Quentin Châtelain disait les textes qui expliquaient ce qui se passait. Et c'était nos mains, simplement nos mains. Et un jour, nous sommes arrivés à l'image. On aime bien le voir parce qu'il a un côté un peu Oui, il est bien, saltimbanque, il est bien. c'est un artiste, Il il passe aime bien bien à la la scène. télévision. Hein. Oui, Vous pourriez oui. faire de la scène d'ailleurs. Mais Alors, voyons. est-ce que c'est vrai que quand, par exemple, moi, si j'ai une terrasse, je vous appelle, je vous dis, il faut me refaire la terrasse, ce que vous faites régulièrement. Hein. C'est vrai que vous avez 40 000 demandes. Chaque année, 40 000 personnes nous demandent de venir chez eux, en France, Belgique, Suisse. Et vous en prenez combien? 33. Bah, c'est comme le loto, hein, c'est pas plus. C'est bien, c'est bien. Oui. Non, c'est une bonne idée, ça. Vous avez un jardin, Tex, ou pas? Oui, mais je le fais pas moi-même. Hein. Moi, je laisse faire des jardiniers. C'est vraiment un métier particulier hein, pour qu'un massif se mette en place à un endroit, pour que des fleurs poussent, pour que les couleurs correspondent aux saisons. Non, vous êtes des champions du monde. Alors, vous avez rencontré ici des jardiniers ou pas au salon? Pour tout vous dire, j'étais à Rungis ce matin, j'achetais des plantes et je suis arrivé très vite, j'ai vu personne. Est-ce que c'est vrai que c'est la production, si vous venez chez moi faire la terrasse, le jardin, c'est vrai que c'est la production qui paye? Oui, j'y tiens. Bon, je peux vous donner une date peut-être alors? On en parle après, Paul. Alors, du potager à l'assiette, c'est une incursion pour comprendre les besoins d'un potager où il est à la fois question de nourrir le sol pour qu'à son tour, le sol nourrisse le jardinier. C'est ça, hein, c'est une bonne définition? Absolument, d'autant plus que la manière de nourrir les sols aujourd'hui, elle s'est un peu enrichie. On met plus les engrais comme on les mettait autrefois. On travaille le sol en lui donnant à manger, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, question idiote, mais nous sommes fin février, qu'est-ce qu'on cultive en ce moment? Qu'est-ce qu'on doit semer? Là, moi, j'ai commencé à semer les tomates, les poivrons dans la maison, et puis les fèves, les pois dans le jardin, ça commence. Alors, il y a des fiches pour les incultes, parce que vous êtes quand même inculte. Totalement inculte. C'est bien, la dernière fois que j'ai semé une tomate, j'ai marché dessus. C'est ce que je me dis depuis toujours. Bien sûr, toujours. C'est vrai. C'est ce qui me fait réussir à la télévision, sinon j'aurais arrêté. C'était grand pied. Alors, il y a des fiches auprès de chaque légume dans son jardin. Alors, il y a, les oignons, c'est connu. La bête à carde, c'est quoi ça?
Bah, la bête, c'est comme la betterave, sauf que là, pour le coup, on mange la feuille. On mange le pétiole de la feuille. Alors, très beau. la chicorée de Wittlouf, c'est l'endive. Hein. La Wittlouf, oui. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que dans ce livre, enfin, on peut entrer dans votre cuisine. Non seulement ce garçon est jardinier, mais figurez-vous qu'il est aussi cuisinier. Depuis longtemps? Ben, depuis que j'ai la maison, en fait. Est-ce que recevoir des amis, c'est bien. Leur donner à manger, c'est mieux. Et si c'est bon, c'est encore mieux. D'ailleurs, je vous remercie parce que j'ai jamais été invité. Mais enfin, bon, il n'est pas trop tard. On en reparle après. Mais il y en a des sujets de conversation pour après. Alors, bien entendu, si vous servez des vins à boire avec modération, vous appelez Philippe Forbrac, qui a la plus belle cave. Et il y a une très belle expression qui dit de la fourche à la fourchette. Et c'est vrai qu'il y a cette liaison parfaite entre ce que l'on cultive et ce que l'on mange. Et quand on sait d'où ça vient, c'est d'autant plus intéressant souvent. C'est réjouissant, oui. Exactement. Alors pour vous donner faim, puisqu'on est à quelques heures de passer à table, alors vous avez légumes d'été grillés, ça c'est pas pour maintenant, hein, vous êtes d'accord. Pissenlit en salade, on mange vraiment le pissenlit? Mais Paul, super bon. Je suis pas pissenlit. Vous avez affaire à un vrai Parisien. Non, mais c'est le pissenlit, bien sûr. C'est maintenant. Par la racine. Les pissenlits poussent dans les prairies. C'est maintenant, Et c'est une purge. Et c'est vrai que c'est une cure de c'est bon vitamine pour le C. foie, c'est bon pour les reins, c'est bon. Alors le velouté de petits pois, l'huile de noisette, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on boit avec un velouté de petits pois On peut boire un vin effervescent, un champagne, si on est en oui, mais enfin, si on a un petit budget. Si on a un petit budget, il y a des vins super intéressants dans les créments d'Alsace, par exemple, créments de Loire, de Bourgogne. Un Vouvray, un Montluy pétillant, ça sont des choses vraiment extraordinaires. Ce qui est liquide, c'est pas toujours évident à servir un liquide à côté, sauf les vins effervescents qui se marient à merveille. Alors je vous félicite Stéphane, parce que vous êtes un véritable Européen. Qu'est-ce que je vois? Ma vraie salade grecque. Ça, c'est bien de faire appel à des recettes étrangères quand même. Ça vient de loin, ça en plus. Voilà, les manger sur place, tout noter, tout rapporter. Ça sera pas remboursé. Hein. Stéphane, la Macédoine roulée au jambon, c'est un truc de cantine, ça. Non. Si. Non, parce que chaque légume est cuit un par un, à la bonne, le temps qu'il faut. C'est bouleversant, renversant. Et en Pologne, ils appellent ça les rouleaux français. Ah bah oui. Je l'ai mangé là-bas aussi. Pour pied capucine, lanière de courgette. Toast de ficoïde glacial. Pardonnez-moi, mais c'est quoi la ficoïde? C'est crevettes? Ben ça, il faut vraiment en manger pour comprendre. C'est une feuille qui croque sous la dent. Et elle est un peu, pas comme la menthe, mais elle est rafraîchissante. C'est dingue. Alors votre voisin, Stéphane, votre voisin s'appelle Eric Schmitt. Alors je vais raconter un peu votre histoire, après vous continuez. Vous êtes originaire de Picardie, vous êtes footballeur amateur, vous passez un diplôme d'entraîneur, vous travaillez au centre de formation d'Amiens. Vous occupez des jeunes, et vos parents ont un élevage de 300 moutons. Exactement. Donc vous êtes éleveur, vous leur donnez un coup de main, mais votre passion, c'est le théâtre, c'est le spectacle. Hein. C'est le one-man show même. C'est le one-man show où j'ai croisé souvent. C'est le seul agriculteur artiste. Oui. Enfin, non, il y en a quelques-uns. Artistes, il y en a quelques-uns. Rien dans ce qu'on voit dans le salon, il y en a quelques-uns qui sont des agriculteurs artistes. Alors, au départ, vous animez, j'imagine, des foires agricoles. Au départ, en fait, c'est venu après. J'ai d'abord commencé à aller faire du one-man show au Carré Blanc avec Jean Dujardin, Tex, Bruno Salomon, Jean-Luc Lemoyne, toute la bande. Et puis, comme mon papa est parti à la retraite, je suis reparti à la ferme. Mais vous avez toujours une vingtaine de moutons, rassurez-moi. J'ai toujours. C'est la fin quand même, c'est la fin. Là, Vous créez une compagnie théâtrale. Voilà, le Chapiteau Vert. Voilà, qui sensibilise les enfants à l'environnement. Voilà, un garçon d'utilité publique. On parle de gaspillage alimentaire. Voilà. Alors, parmi les sujets, le gaspillage alimentaire, mais ce qui est très important, vous avez été élu meilleur spectacle de France 2 fois. 2 fois. Mais là où vous ne savez pas, et là, il mérite une médaille, vous avez joué pour la COP 21. Exactement. Donc, on a joué au Grand Palais. Attention, ça chauffe. Exactement. Expliquez-moi. Eh bien, c'est un spectacle pour sensibiliser les enfants qui est un mélange de one-man pour les enfants, avec des chansons, avec de la magie, avec des jeux, où les enfants participent. Et en fait, on leur explique de trouver des solutions. Comment trouver des solutions simples pour tous les jours réduire les impacts du changement climatique. Alors, surtout que les enfants, les portiques, ça les intéresse à la COP21. C'est eux les premiers. Alors bon, vous parlez de comment protéger la nature, la replantation des haies, par exemple, les engrais verts. Voilà. Alors vous parlez de l'amour qu'on a pour les animaux, mais les animaux, on les a dans notre assiette, on peut les aimer et les manger, ça vous dérange pas? Alors ça, c'est un point important. En fait, c'est surtout par rapport à mon papa, qui depuis maintenant 60 ans passés élève ses moutons. Et j'ai toujours un appel d'une comédienne qui me dit « Mais Eric, comment on peut tuer ces animaux quand on les aime ?» Oui, alors? Eh bien, c'est tout le côté affectif. En fait, quand on aime son chat, on ne va pas tuer son chat, bien sûr. Mais les animaux, on les élève dans le sens économique.
Mon papa a vécu grâce à son métier de berger. Et bien sûr, ça fait partie. Mais pour autant, il fait très attention à eux. Il les soigne. Tous les matins, il s'en occupe. Tous les soirs, il s'en occupe. Et quand j'y vais, quand on va les tondre, quand ils se blessent, on les soigne. Et voilà. Bon, je vois votre amour et votre affection pour les animaux. Alors donc 150 dates à travers la France avec votre spectacle Attention, ça chauffe dans toutes les écoles. C'est parti à partir du mois de septembre. Vous devriez retourner à l'école, ça vous ferait pas de mal, Tex. Ah non, mais c'est surtout, moi j'ai trop de choses à dire sur l'école en ce moment. On va pas parler de Najat Vallaud-Belkacem. Donc il y a trop de choses sur l'école pour l'instant. Puisqu'on parlait des moutons, eh bien, on a quelques images justement sur les moutons de France à la recherche de bergers. Regardez. À vendre dans la Vienne, 600 brebis avec leur dernier né et une bergerie. Et toujours pas de repreneur après 6 ans de recherche. Des élevages de brebis qui pourraient bien disparaître en France. Il faudra 1000 nouveaux éleveurs chaque année dans les 10 ans à venir pour faire face au départ en retraite. Pourtant, les lycées agricoles forment la relève, comme ici à Montmorillon. Avec leur bac en poche, seul un tiers d'entre eux s'orientera vers l'élevage ovin. Du coup, mets pas ton doigt trop près et ça te permet de bien terminer le travail. Alors que pour ce professeur, il en faudrait 2 fois plus. Mobilisé, Jérôme Solis, lui, l'est totalement. Il convoite cette exploitation, la ferme de ses rêves. Un capital à apporter qui s'élève ici à environ 500 000 €. Mais il faut convaincre les banques. Jérôme Solis y croit. 40% de la viande ovine consommée est produite en France. Ça vous tente pas, Tex, un élevage de moutons? Si, ça me tente très bien. C'est ce que c'est. Au début, je voulais être babacool, je voulais aller m'installer en Ardèche comme tout le monde, mais plus maintenant. C'est vrai que dans notre métier, finalement, il y a pas mal de basse-cour, il y a beaucoup de faisans. Hein. Il y a beaucoup, il y a quelques. Par contre, moi qui viens au salon, il y a trop de poulets. Ça, je trouve aussi. Et puis, c'est le salon de la vache, donc on peut dire que c'est un petit peu l'éléphant bleu. Bon, si vous êtes là, c'est pour parler du salon parce que vous y allez régulièrement, mais aussi pour parler d'état des lieux. C'est un spectacle que vous donnez au Théâtre d'Edgar. Voilà, il faut faire l'état des lieux en ce moment. Il faut savoir qui va être le nouveau repreneur, essayer de savoir quelles sont les chances de chacun, savoir ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a plus le droit de dire, c'est-à-dire à peu près tout. Et donc, moi, je bouscule ces barrières, il faut tout dire. Alors, vous faites une revue de presse dans laquelle vous décortiquez en quelque sorte, hein? Non, c'est plus vaste que ça. Il y a tous les il y a des personnages. De mémoire, vous incarnez un curé. Il y a un curé. Comment il parle, le curé? In vino veritas, piccoli, piccolas, bojoli, bojolas. Ça parle à tout le monde. Vous incarnez un flic, non? Le flic, j'ai eu du mal parce que vous savez. Méchant ou pas? Non, j'ai pas réussi parce qu'il est méchant. Justement, j'ai pas pu le faire. Et ce fameux flic à qui on demandait. Qui nous arrêtait, il dit mais vous avez fait quoi comme étude? Rien puisque je suis ici. Alors c'est le même. Dites-moi, et les bobos, vous les incarnez les bobos dans votre spectacle? Les bobos, j'en parle. Non, mais je parle de tout le monde. Quels sont les autres personnages que vous incarnez? Il y a aussi mon fameux chanteur. Moi, j'ai un vieux chanteur de rock'n'roll. À quoi il ressemble? Oh, près de ma sonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Il chante aussi Papi où t'es, Papi où t'es, où t'es. Il rechante toutes les vieilles chansons comme on a aussi, il faut que je m'en souvienne, toutes les chansons de Johnny. On a tous en nous quelque chose qui rétrécit. Alors vous êtes aussi en tournée dans toute la France avec un spectacle de Fédo, non? Je suis avec un Fédo qui s'appelle Monsieur Nounou. Et vous êtes Monsieur Nounou, hein? Mulhouse, Rouen ce week-end. Oui, non, je tourne tout le temps, je m'amuse. Alors bon, Tex, c'est quand même une émission culte, Les Amours. J'ai lu dans la presse que, parlant de votre émission qui existe depuis 17 ans, hein, vous dites, alors là, vous manquez pas de culot, vous dites c'est une œuvre. Oui, j'ai dit ça. Vous avez dit ça, mais alors... Non, j'ai dit ça, mais de rien, c'est pourquoi j'ai dit ça? Non. Parce que personne l'a dit. Ah, d'accord. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Non, mais je dis c'est une œuvre. Il y a plein de choses dedans. Voilà, mais on va retirer cette histoire. Alors, vous posez des questions discrètes, indiscrètes à vos invités. Vous parlez de l'infidélité. Si vous étiez invité à votre propre émission, vous prêteriez à ce petit jeu? J'aurais du mal, à mon avis, parce que je la connais trop. Alors, on va faire Les Amours. Bonjour, monsieur Tex. Bonjour, monsieur Tex. Oui, vous êtes marié ou pas? Oui, je suis marié. Vous avez des enfants? J'en ai 3. Ah, d'accord. Vous vivez au domicile conjugal? Je vis dans le domicile conjugal avec les 3 enfants. J'ai une cellule familiale qui est créée depuis 20 ans. Mais vous êtes trop normal, dites-moi, pour un artiste. Ça devrait exploser. Oui. Alors, il y a en fait, le premier qui a présenté Les Amours, c'était pas Reichmann? C'est Reichmann qui a commencé, qui a pris la suite de ce qu'on appelait Les Mariés de la 2, qui était présenté par Georges Belair. Patrice a fait ça, Patrice Laffont, pendant 2 mois, et puis après, on m'a demandé de le faire. Et quand vous baladez au salon, qu'est-ce que vous faites? En fait, vous grignotez, vous achetez, Je regarde
regarde les animaux et au milieu des animaux, il y a des humains. Et je me perçois Ouais. qu'il y a plus d'humains que d'animaux. Ah oui, c'est ça une m'inquiète bonne pour la réflexion. suite. Ah oui, vous êtes très lucide, hein, monsieur Oui, oui, Tex. oui, hein. voilà. Il n'y aura Alors- pas que du thé et des infusions pour tout le monde. Alors c'est un homme à tout faire, parce que moi je vous ai vu dans Fort Boyard. Oui. Vous n'êtes pas très musclé, hein. Ah mais c'est fini, Fort Boyard. Ah non, Fallait mais- que je fasse ça les années Ouais, d'avant. Maintenant. ouais, je vous ai vu Ils m'ont dans poussé dans le vide. je vous ai vu dans Interville. À Interville, c'était une manière. Avec- J'adorerais. ouais. Quand on est au salon de l'agriculture, on se dit que des émissions comme Interville, ça nous manque. Voilà, moi j'adorerais qu'on refasse cette Et puis je émission. vous ai vu dans des revues qu'organise France Télévisions, enfin des spectacles, des vrais 3 jeunes filles nues, un fil à la patte. Les d'eau Ouais, qu'on a ouais, fait. Encore ouais. dernièrement, on a fait la biche là pour Noël. Oui, moi j'adore faire ça. J'adore le théâtre. Est-ce que de temps en temps la télévision vous appelle pour jouer dans des téléfilms ou pas? Ça, j'aimerais bien. Bah C'est dans ouais. mes prochains projets. C'est les téléfilms et le cinéma. Donc je Quel- me rapproche un ouais. peu du cinéma. Bon, alors comme vous êtes un grand habitué du salon, vous Oui. savez que vous êtes quasiment aussi habitué au salon que Jacques Chirac. Vous êtes d'accord avec moi? Chichi, oui, mais il restait Bon. beaucoup plus longtemps que moi, le Eh président. ben, regardez ces Quelles images. belles images. En une trentaine d'années, Jacques Chirac n'a manqué qu'un seul salon de l'agriculture. Ça, c'est vraiment gentil. Chirac et les agriculteurs, un partenariat inébranlable depuis 35 ans. 1972, député de Corrèze, il devient ministre de l'Agriculture et se pose en défenseur acharné des intérêts du monde rural. Les agriculteurs ont été les premiers à jouer la carte du marché commun et à faire l'Europe. Il ne néglige rien, visite toutes les communes, il y en a 116, trinque dans tous les cafés, il y en a des centaines. Même après son accession à l'Élysée, le nouveau président, ici en 96, reste le fidèle visiteur du Salon de l'Agriculture. Oui, qu'est-ce que vous me dites là? Vous me posiez une question. Je disais, je pensais aussi au président Sarkozy qui arrivait juste au niveau du cul des vaches, dis donc. Ah oui. C'est Enfin, en bizarre, tous les hein. cas, Jacques Chirac a été le plus fidèle parce qu'il restait quasiment 10 heures au Salon de Ah, l'Agriculture. ils sont incroyables. Ouais. C'est une espèce de record de longévité. Alors que sur scène, moi, au théâtre d'Edgar, je reste que 1h30, tu vois. Oui. C'est Bon. tranquille, hein, il vaut mieux faire ça. Je crois savoir que vous venez de faire votre pub là. Oui, mine de rien, ça, promotion, ouais. elle est passée. Au Bon, théâtre d'Edgar tous les lundis, il n'y a plus que 4 lundis. Philippe Forbrac. Alors, un petit tour d'horizon. Bienvenue chez nous. On s'est déjà dit bonjour au début de l'émission. Exactement. C'est Vous un êtes plaisir originaire d'être là. de Briançon. Je suis originaire de Marseille, mais j'ai grandi Ouais. effectivement à Les- Briançon Ouais. pendant un certain nombre d'années. Ouais. Ville que je connais bien. J'ai fait mon service militaire. Hein. Ville qu'on a également traversée avec Interville, je me souviens, Au Briançon, Montgenèvre. 159e régiment d'infanterie Le alpine. 15-9, Ouais, oui. à l'époque. École hôtelière de Grenoble, puis à Nice, et puis vous prenez votre envol, c'est incroyable. À 24 ans, vous ouvrez votre premier bistrot, bistrot le du bistrot sommelier. de sommelier. Tout à fait. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, vous êtes le plus jeune sommelier de France, puis ensuite le meilleur sommelier de France, et ensuite le meilleur sommelier du monde. Il y a des Miss Univers, on peut pas aller un peu plus loin, non, dans les titres? Mais J'ai eu récemment une autre distinction Oui. qui est meilleur ouvrier de France, qui est un très joli titre. Oui, Le fameux col bleu blanc rouge. Ah, c'est Et la médaille là. petite médaille qui est là, Ah, exactement. ouais. Que j'ai eu à titre honoris causa il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et je viens de devenir le président de la sommellerie française. Et Ah ça, ouais. c'est un titre qui me tient à cœur Ah parce que je peux aider et représenter, valoriser le métier de sommelier Et- encore mieux maintenant. La vérité, les meilleurs sommeliers du monde qui vous succèdent, vous les jalousez pas un peu? Non, nous sommes très amis. C'est vrai? Il n'y a On pas se de rencontre concurrence? souvent. Ouais. Il n'y a qu'un Français depuis, c'est Olivier Poussier, qu'on peut Ouais, saluer, ouais, en ouais. 2000. Et après, il y a eu effectivement cet nombre de sommeliers étrangers. Ouais. On va essayer de reconquérir ce titre un de ces jours. C'est bien parce que vous vendez bien la France. D'abord, vous avez été un moment chargé de la cave à Air France. Exactement. C'est pas rien. On vous a vu à l'Expo universelle à Milan, hein, Tout à fait. au Café des Chefs, le pavillon France. C'est moi qui ai fait la carte des vins pendant les Ah, 6 c'est- mois de ouais. l'exposition, effectivement. Alors vous êtes médiatique, on vous entend sur Europe, on vous voit sur BFM. Tiens, dites donc, je vous ai vu au cinéma, dans Place Vendôme. Vous aviez pas un petit rôle? Oui, c'est vrai, vous avez bonne vue parce que c'était pas très long. Oui. Mais effectivement, j'ai fait une apparition comme sommelier du Ritz. Ah Moi qui ai oui. toujours travaillé dans un bistrot du sommelier. Ah là, ça vous êtes Être le monté en sommelier, grade, là, c'est autre autre chose. Hein, C'est ouais, vrai, là, c'est c'est vrai. ouais. C'est le cinéma. Et dites donc, je vous ai vu dans Le sang de la vigne. Ah oui, dans une tenue différente parce que Ouais. j'étais en blanc. Ouais. Je jouais le chef de cuisine auprès de Pierre Arditi, effectivement, Ouais. dans l'épisode Ouais. qui concernait l'Alsace et qui était Vengeance tardive en Alsace. Ah ouais. Un Bien très joué, joli oui, titre. oui. Très joli. Oui, et c'est agréable de tourner avec Arditi parce que si quelqu'un aime bien la table et aime bien les vins, c'est bien lui. Hein. Ça, c'est sûr. Ah. On dit qu'il a de la conversation, monsieur Arditi. Ah ouais, non, c'est un Oui, oui. garçon Non, il sait- il formidable. sait Vous de le quoi il connaissez parle. ou pas, vous, Tex? Le vin, je connais encore assez bien. Ouais. Oui, je suis assez proche des vins de Bourgogne et tout. J'ai plein d'amis là-bas et dès que je peux, je goûte. Ouais. Hier soir, j'ai goûté un Mercuret exceptionnel. Je pense que ça fait parmi. Bon, ça fait avec partie des modération, meilleurs vins. Non, mais voilà, néanmoins avec et plaisir. jamais avec modération. Attendez, Comme on nous oblige à le dire sans arrêt.
Pas de modération concernant la bonne chair. Que du plaisir. Que du Tiens, plaisir. Philippe, on a un petit extrait. Le champagne bio gagne du terrain, paraît-il. On a 2 exemples. On regarde quelques images, d'accord? Volontiers. Leur champagne, c'est leur vie. Bénédicte et Emmanuel Rupert Leroy prennent soin de leurs vignes. Anciens professeurs de sport, ils ont tout quitté pour produire du champagne sans pesticides. Ici, les vignes sont enherbées et nourries grâce à l'épandage du compost pour faire plonger les racines au plus profond. Emmanuel Rupert Leroy prépare une dégustation importante. Son principal client, un importateur américain, vient négocier. Il lui achète 2000 bouteilles par an sur les 20 000 produites, des vins autour de 50 € pour les particuliers. Jean-Pierre Fleury est un pionnier. 30 ans qu'il produit du champagne en biodynamie. Aujourd'hui, il contemple ses vieux millésimes. Je suis passé pour être farfelu, on m'appelle le druide. Oui, un petit peu. Mais le druide, il a fait son chemin et j'ai converti d'autres vignerons en champagne et ça fait vraiment plaisir. Des disciples, il en a, seulement une trentaine en Champagne. Certaines maisons de renom se sont converties, mais la production reste marginale. C'est bien le champagne bio, il n'y a rien à C'est bien, dire. ça gagne du terrain. Fleury est un des pionniers, le Clair-Briand en fait partie aussi. Il y a un certain nombre de gens qui sont inscrits dans ce sens-là. Et c'est très bien, à la fois pour l'environnement, mais également pour la nature du vin produit. Alors maintenant, on va essayer de jouer, on va essayer d'être honnête. Vous connaissez le vin et vous l'aimez bien, le vin, Stéphane? Moi, oui. Il n'y a pas de problème. Vous, Eric? Ça me va très bien. Vous, Tex, connais un peu, vous êtes né dedans, quoi. Vous mais êtes né par dans un rapport tonneau. par rapport aux champions Pourquoi du je vous monde pose cette question? C'est parce que Philippe Forbrac vient de publier 600 questions sur le vin. Alors on va jouer ensemble. Moi, j'ai le dé. Hein, on va voir. On va vous mettre à l'épreuve. Et qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Mon amitié et une poignée de main, si vous voulez. Si vous voulez, le gagnant peut revenir demain. C'est voilà. une édition. Ouais. Allez, on y va. Attention. C'est parti. Hop. On est sur un 2. C'est numéro 2. Numéro 2, Alors, ça numéro concerne 2. une carte dégustation. Allégé. Ou appellation, d'ailleurs. Alors, l'AOP est de transposition au niveau européen. Est-ce que c'est vrai ou non? Attendez, on aimerait que vous soyez plus clair. Vous Est-ce que vous changez de connaissez question parce cela? qu'on n'a strictement Alors, rien compris. On va poser une autre qui sera plus simple à percevoir. Vas-y. Que signifie le sigle IGP? Est-ce que vous connaissez le sigle? Oui. Non, j'ai oublié. Géographique protégée. Exactement. Et le premier, c'est bien, bien sûr. Indication géographique protégée. Effectivement. Un point pour Stéphane. Je continue. 2, Encore toujours. le 2. Toujours dans le On 2. n'arrive jamais à 3. On ne pourra jamais aller dans le Grand Est. Alors, l'INAO fut créé en quelle année? Est-ce que vous avez une idée? L'INAO, l'Institut national des appellations d'origine contrôlée, a été créé en 1920, 1935, 1950. Moi, personnellement, je ne joue pas, j'ai pas le droit. 50. Et non, c'était entre les deux guerres. C'est en 1935. Entre les deux guerres, il y avait eu une vraie crise et l'INAO a été créé pour finalement essayer de mettre de l'ordre dans les appellations. Et je leur mets un 0 pointé. Une troisième question. C'est toujours le 2. C'est toujours le 2. Le 3. Voilà, 3 en 3 dans l'eau. Allez, les stacks. Allez. Hop là. On y va. Il faut placer son équipe. Question un peu facile. Traduisez en clair. Le premier producteur de liège est la France, l'Espagne ou le Portugal? Portugal. Bravo. Bravo. Ah, bien joué. C'est Stéphane qui a gagné. On peut l'applaudir, mesdames et messieurs. Voilà, quand même, non. non. Dites donc, Spontanément. C'est bravo. quel éditeur? C'est les éditions du Chêne, EPA, qui fait partie d'Hachette Pratique. Bon, alors, une question, mais répondez franchement. Hein, promis. Hein, qu'est-ce que vous pensez de l'invasion des vins étrangers? Les grands vins espagnols, des grands vins italiens, des grands vins chiliens, des grands vins américains. Ça vous fait de la concurrence, hein? Ça fait de la concurrence. Alors, rapidement, parce que c'est un sujet très vaste, il n'y a pas une invasion. Il y a aujourd'hui de grands vins étrangers qu'on trouve en France. Ouais. Ça reste marginal en termes de quantité, mais ça augmente au niveau de la qualité des vins produits, ça c'est sûr. Par contre, sur les marchés étrangers, on est de plus en plus confronté à une concurrence, effectivement, en Angleterre, aux États-Unis ou ailleurs, même si les Français sont la référence. On peut constater la progression quantitative et qualitative des vins du monde. Dites-moi, est-ce qu'on peut être meilleur sommelier du monde, patron du bistrot du sommelier, sans tomber dans l'alcoolisme? Oui, hein, c'est ça. Comment vous faites? La preuve. Oui, vous êtes bien, oui. J'ai une phrase Et qui il goûte, résume. chez lui, moi je suis allé dans son restaurant, il goûte malgré tout devant vous, il goûte J'avais les fait vins et installer tout, un alcotest au début, mais vous n'avez pas voulu le passer, l'alcotest. Non, il y a une phrase qui résume un peu mon métier. Oui. C'est on boit pas pour oublier, on goûte pour s'en souvenir. Oui. Et ça résume vraiment l'esprit même de notre univers et qui donne les limites
non pas au plaisir, mais peut-être effectivement à la consommation. C'est joli, c'est joli, c'est bien plus joli. Est-ce que vous parlez de vin, d'alcool dans votre spectacle Moi, au je théâtre, dis que seul le vin est boisson divine. Donc, à partir de là, je remonte. Parce que la première à mettre la main à la grappe, c'est quand même. C'est Ève, hein, quand même. Dites-moi, vous êtes d'une extrême bonne humeur. Je me demande si vous n'avez pas un peu postronné avant de venir à notre table. La vérité. Je passe toujours des bons moments. Non, moi, je suis toujours joyeux et toujours heureux. J'ai besoin de rien. Tourner autour des... Je n'ai besoin de rien. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Alors, écoutez, j'ai quelqu'un à vous. Pour conclure cette émission, j'ai quelqu'un à vous présenter. Elle s'appelle Sylvie Pulès. Elle est accordéoniste. Elle est d'origine auvergnate. Bravo. Et alors, c'est pas rien. C'est la filleule d'André Verschuren. Et quand on est la filleule d'André Verschuren, on est une accordéoniste de talent, sans la moindre fausse note. Alors, si vous voulez, on vous écoute. Allons-y, le petit vin blanc. Et vous pouvez chanter. Qu'on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté de Nogent. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance vous fait chanter la cadence. Dans les ponts, sous les ponts, sous les ponts, sous les pieds, du côté de Nogent. Ah bah là, après ça ne s'arrête plus. C'est ça l'accordéon. Ça ne s'arrête jamais. C'est l'occasion de vous dire au revoir, mais on va se revoir très très vite. On va au théâtre d'Edgar. Le théâtre d'Edgar qui est au théâtre de Courbevoie le 18 mars. On va jouer direct sur avec les 600 questions sur le vin. On lit du potager à l'assiette et on va voir vos spectacles au potager vert. Merci à tous. Merci Paul. Et sur un air de romance.